Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. Voilà, tu fais figure d'expert et aujourd'hui, tu vas nous donner quelques insights, vraiment quelques tendances qui vont nous aider à réinventer Paris. Alors déjà, pourquoi Paris? On aurait pu, en dehors du club Paris, s'intéresser à d'autres villes. Euh, Paris, c'est vraiment unique en France. C'est 20% de la population française pour plus de 30% du produit intérieur brut. Donc c'est vraiment le cœur de la machine de l'économie française. En Europe, on a tendance à l'oublier, mais Paris, c'est quand même la première ville européenne en termes d'entreprises qui sont au Fortune 500. C'est aussi le premier pôle de R&D en Europe. Alors en ce moment, on n'en parle pas trop parce que sur les vaccins, etc., on n'a pas trop marché, mais ça reste un pôle de R&D majeur. On est la première ville au rang mondial en termes de salons professionnels. Et on compte voilà 66 millions de passagers par an en termes de trafic aérien et 18 millions de touristes. Donc on voit que la ville, elle est attirante, elle est importante sur plusieurs plans. Et puis donc, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller voir comment le Paris du monde d'avant, sous-entendu avant le Covid, avant la crise sanitaire, avec un Paris qui était très marqué par des quartiers ultra dynamiques, surpeuplés, denses, une véritable richesse culturelle aussi et des envies de consommation. Les Parisiens sont early adopters sur plein de tendances. Voilà, de voir en quoi ce Paris qu'on a connu, bah, à quoi il pourrait ressembler dans le futur. Alors, sans faire de la futurologie, parce que je sais que Philippe, tu n'aimes pas trop ce mot-là, mais voilà, Philippe va nous donner quelques insights. Donc, je te laisse la parole et à toi de nous amener. Alors, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, j'adore échanger. J'ai vu qu'il y avait une jolie assistance en fait aujourd'hui. Et effectivement, on va mélanger, j'aime bien ce mot, quelques insights d'études et puis aussi imaginer ensemble par rapport aux raisons d'être actuellement à Paris, ce qui est en train de changer et ce qui pourrait durablement modifier le paysage urbain de la capitale française. Alors, pourquoi Opinionway? Je vais prendre 30 secondes d'infomercial. C'est-à-dire que bah, nous, c'est quand même 1000 études de marché, observatoires, sondages publiés ou non par an. Un tiers de nos études sont internationales et on fait d'ailleurs beaucoup d'études en comparatif, on le verra plus tard, d'attractivité des grandes capitales européennes. Évidemment, moi je suis en charge donc, de ces fameuses études internationales, mais surtout de l'expansion du réseau. On se porte très bien malgré la crise, puisque une chose qui est intéressante, c'est que plus on se pose des questions et plus on est en crise, plus finalement on va avoir recours à des instituts d'études pour essayer d'imaginer ou en tout cas de constater ce qui est en train de changer en termes de tendance. Donc l'année dernière, on s'est ouvert en Europe de l'Est, en Afrique subsaharienne, une nouvelle implantation en Afrique du Nord. On est en train d'en chercher d'autres. Notre spécificité, c'est 92% d'études ad hoc, ce qui est extrêmement différent. Nous, on a un institut de taille moyenne, mais disons quand on vient pour de la dentelle et du ad hoc, écoutez, ben, on vient chez nous. Alors, petite note personnelle quand même, mon métier, c'est de voyager 15 jours par mois dans le monde pour accompagner nos clients, voir les filiales. Donc, vous imaginez, moi, j'ai pas pris l'avion hors France depuis le 10 mars exactement l'année dernière, donc ça change beaucoup. Donc, on va interagir ensemble pour imaginer le monde d'après, mais on va surtout interagir en fait tous ensemble, puisqu'on va se donner 30 minutes, et puis surtout un large place au débat. C'est-à-dire que les questions, parce que je ne peux pas tellement les voir pendant la présentation, mais Anthony va faire un très bon choix aussi, et vous allez bien les relever. On les prendra à la fin. Voilà, pour vraiment laisser une large place au débat et à la réinvention. Et puis, comme disait Anthony, notre métier, c'est de constater en fait des tendances, des ressentis, des perceptions, on va leur dire comment aussi est-ce qu'on imagine le monde d'après. Notre métier, c'est pas de faire de la prévision ni de la prédictologie, il y en a d'autres pour ça. Mais en tout cas, quand on fait 1000 études par an, évidemment, on sait à peu près quand même euh, mettre comment dire, en relation un certain nombre d'insights. Alors, vraiment en contexte, notre webinaire, on y tient, et c'est très fort en fait en France, c'est que l'exercice qu'on fait, on est au cœur, on est dans l'œil du cyclone
dans la troisième vague. Alors, c'est assez bourrifant et ces notes en fait d'inquiétude sont évidemment très hautes. On les avait jamais observées sur d'autres événements, même lorsqu'il y avait les gilets jaunes, les grèves, etc. Donc, c'est très haut. Et vous voyez, ça n'a pas baissé en fait malgré la vague de confinement. Alors ça, c'est un baromètre qu'on publie. Vous pouvez nous voir en fait en partenariat avec Square et les Échos. Donc, on est toujours au cœur de l'inquiétude du coronavirus. Et je vous présente que des études très fraîches, puisque tout ça date évidemment de la semaine dernière, donc ça ne baisse pas. Deuxième chose, qui est extrêmement caractéristique, on a à peu près 30 points d'écart, et c'est extrêmement inquiétant avec nos voisins, qui est qu'en fait on est en défiance tenace sur la gestion de l'épidémie par rapport aux politiques. Faites-vous confiance ou pas confiance au gouvernement pour limiter les effets de l'épidémie du coronavirus? Là, je vous dis donc, c'est qu'un niveau qui est très très haut, très supérieur à nos voisins. Et en fait, notre fait intéressant de l'étude, c'est que le sentiment de la majorité des Français, et qui est même surreprésenté en région parisienne et dans les capitales, disons, un petit peu denses, c'est 41% de nos concitoyens disent éprouver un profond sentiment de lassitude. Alors, la lassitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois qu'on a des difficultés à se projeter, c'est un gros ras-le-bol, c'est un envie ou une ressenti en fait d'avoir plus de visibilité. Et du coup, on a deux sous-tendances qui sont à la fois une envie de réinventer, hein, qui est particulièrement prégnante en fait, surtout chez les 15-35 ans. Et bien il y a aussi évidemment une tentation de repli. Et c'est tout à fait inquiétant en fait par rapport aux politiques. Si en plus on regarde cette autre étude, pourquoi c'est inquiétant par rapport aux politiques? Et c'est vraiment à mettre en relation en fait avec tout le monde parle de la reprise en espérant que le petit variant brésilien ne viendra pas nous chatouiller avant. Donc on imagine plutôt effectivement une pleine reprise à partir de septembre. La génération d'ailleurs du télétravail est jusqu'au 1er septembre. Les vacances, ça va être un petit peu contraint, mais surtout quand on regarde cette slide, c'est que l'anticapitalisme est sans équivalent chez nos voisins. Ça, c'est l'étude en fait Cevipop, c'est notre 12e vague, elle date de février 21. On a aussi donné quelques webinaires en fait sur le sujet. C'est quand même très étonnant entre défiance, anticapitalisme, mais ça veut dire aussi une envie de réinventer un vivre ensemble différent. Et c'est particulièrement prégnant sur Paris, on va le voir, parce que là aussi, un sentiment de déclassement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colère gronde vraiment très fortement. On est d'ailleurs la première année où effectivement, comme vous l'avez, ça ne nous a pas échappé, où le nombre de cadres dépasse le nombre d'ouvriers dans nos statistiques en fait françaises. Ça dit aussi, bah, particulièrement pour les franciliens, donc c'est à observer de très près, en contexte de ce qu'on est en tête, de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un vaste sentiment de cherté des prix, des loyers. J'ai mis de l'accession à 40 mètres carrés, mais en fait, pour un jeune cadre parisien, voilà, donc ce qui est quand même, je pense, beaucoup d'entre vous, ce qu'on a comme réaction, c'est, mais finalement, j'aurais pas de retraite. Est-ce que cette ville est vraiment vivable avec la cherté de ses prix? Pourquoi rester à Paris intramuros? Je vais mettre 25 ans pour financer 70 mètres carrés. Donc, finalement, une des questions aussi très fortes qu'on a actuellement, c'est est-ce que la capitale vaut-elle vraiment tous ces sacrifices? Boum, ça fait je veux dire, une transition quand même très, très forte et qui est extrêmement structurante. Alors, notre métier, surtout quand on fait un webinaire aussi court, c'est de se dire finalement quel est l'insight le plus déterminant qui met le plus en risque, en fait, Paris capitale, voire région francilienne. Eh bien, en fait, donc c'est l'insight numéro un qu'on a choisi aujourd'hui et c'est assez convergent et je crois qu'il y a des RH avec nous d'ailleurs. C'est l'insight le plus structurant pour l'attractivité de la capitale et de la région parisienne. Il ne faut pas oublier quand même que pour énormément de nos collègues, enfin en tout cas de nos amis sur Paris ou de tous ceux qui la fréquentent, c'est une contrainte. Et en fait, cette contrainte,
était jusqu'à maintenant que oui, mon travail, c'est la raison pour laquelle je dois supporter Paris 5 jours sur 5 ou y être. Donc, dès qu'on soulève le couvercle de la boîte de Pandore, que se passe-t-il? Ou que va-t-il se passer? Ou qu'est-ce qui est déjà en train de se passer? Bah, écoutez, alors là, je vais mettre à l'honneur, je crois qu'il y a quelqu'un du BCG qui est avec nous, et je ne voulais pas faire que des études venant de la boutique. Donc, bon, évidemment, c'est fait avec Zoom, mais là aussi, c'est extrêmement récent. Vous voyez qu'on est dans la fraîcheur aujourd'hui. C'est une étude sur l'impact du télétravail et de la vidéocommunication pour la période Covid-19. C'est évidemment international. Je crois que c'est quand même plutôt bien représentatif, en fait, en France. Et là, alors on peut le croiser avec d'autres observatoires que l'on a, et je vais vous en parler. Quand même, c'est 82% des entreprises françaises pensent que les outils de vidéo-communication resteront essentiels à leur activité pendant la pandémie. On le croise aussi avec d'autres études et baromètres, et je pense que ça va intéresser aussi Accor, avec des insights quand même très très forts, qui nous disent, bah, effectivement, avec ce recours complet à la visioconférence. Attendez, il y a mon président qui passe, mais je vais fermer la porte. Oui. Le président fondateur d'Opinionway, qui est ravi que je donne un webinaire, mais ce n'est pas une raison pour me déranger pendant ce temps-là. Donc, alors, je disais qu'on a aussi, par exemple, un observatoire des déplacements professionnels en France et à l'étranger, avec sur ce qu'on appelle les corporate mobilities, et qui nous disent, en fait, pour les grands comptes, pour les voyages d'affaires, bah, finalement, ce qu'on croyait extrêmement précieux, ou vraiment, même pour la prospection commerciale, les rendez-vous clients, etc., ben en fait, ça peut se transférer. Donc, en fait, on a des résultats qui nous montrent que ben, les entreprises sont absolument ravies de pérenniser cette visioconférence, que ça va limiter les déplacements, en fait, à 73%, que ça va limiter les voyages d'affaires, que ça va limiter les restos. Et quelque part, là, on est en train de vivre, si vous voulez, quasiment un an sans ces grands congrès qui font vivre l'économie de Paris. Alors, ça s'est transformé, ou transféré, pardon, avec plus ou moins de bonheur, si vous voulez, en digital. Ça reviendra, mais ça reviendra moins qu'avant. Voilà. Alors, oui, tout ça, c'est énorme, en fait, hein. Les managers se sont réformés très, très vite. Et surtout, le plus important, quand même, c'est que tout ça, c'est sur Paris l'impact le plus fort comparé à l'ensemble des autres capitales. Puisque Paris, champion du tertiaire, nous ne reviendrons pas au travail d'avant. Je crois qu'il y a des RH aussi avec nous, et on pourra, en fait, on fait énormément d'études, si vous voulez, sur ces transformations. On a beaucoup de clients là-dessus, beaucoup d'études internes, beaucoup de management. Nous, on a fait une étude interne sur nos 100 salariés Place de la République. On est quand même pas trop mal lotis Place de la République, qui est absolument renversante. On leur a proposé en fait de faire un deuxième Opinionway pour des raisons de confort de vie, etc. à Bordeaux. Et 40% en fait des 70% qui ont venu, quand même 35 sur 100 personnes, nous ont dit banco, si vous le faites, j'ai envie de déménager à Bordeaux et de réorganiser ma vie, ma compagne sera en télétravail, etc. Même nous, à l'interne, vous voyez, on était assez hallucinés par rapport à ça. Alors évidemment, il y a aussi le travailler dans un tiers-lieu. On y reviendra. Mais enfin, l'énorme impact sur Paris, mais on n'est pas futurologue, parce qu'il y aura aussi quand même un retour un peu, ça va se modérer en fait, hein, peut-être ces tendances et ces envies, c'est que la génération du télétravail pourrait se permettre de se passer de Paris ou de ne plus passer par Paris aussi fréquemment. Évidemment, nos clients Île-de-France Mobilité, SNCF, RATP, vous doutez bien, ainsi que le groupe Accor et d'autres groupes encore, regardent de très très près ce que l'on publie sur ce sujet. Avec une inconnue, dans quelle mesure et avec quelle fréquence la capitale nous manquera, ou peut-être ne nous manquera pas. C'est bien ça le point saillant. Alors, une adoption du travail qui est évidemment génératrice de nouveaux projets de vie non franciliens. J'ai mis, sauf pour voir mon chef un jour par semaine.
qui est quand même ce qui se généralise beaucoup. Alors, il y a déjà eu énormément d'accords de télétravail sur 2 jours, mais on voit qu'il se met en place aussi des accords de télétravail ou des autorisations qui pourraient devenir pérennes par rapport à un certain nombre d'emplois tertiaires. Pourquoi pas 2 jours, puis 3 jours, et puis 4 jours, ou même 5 sur 5. Alors évidemment, on a aussi d'ailleurs plusieurs de nos collègues, on le voit se généraliser sur tous nos baromètres en fait, de la recherche immobilière. Oui, évidemment, il y a des installations, que ce soit à Amiens, que ce soit à Niort, etc. On met aussi là à l'honneur Harris Interactif, puisque, on montrera aussi après, 36% des jeunes 18 à 34 ans résidant dans une métropole amorcent vraiment des recherches immobilières pour déménager dans une ville plus petite. Voilà. Donc, alors, tout cela, tout de même, un peu de modération, parce que on sait aussi, pardon, que tout ça est générateur de drames. Tu vois. Donc, il y a beaucoup d'études que l'on mène, en particulier avec Empreinte humaine, qui est très publiée, vous retrouverez ça, c'est une étude très fraîche, hein, encore une fois de plus, du mois dernier. Ça impacte aussi la santé mentale des salariés français. Et en fait, comment dire, un salarié sur 2 est quand même inquiet sur l'état psychologique de ses collègues ou des salariés dans son entreprise. Donc, il y a attention, sans contrôle, le droit à la déconnexion, il n'est pas toujours respecté. Bien sûr, on peut mesurer en fait le gain de productivité. Il n'en reste pas moins que sur pas mal d'items, sur le côté créativité, convivialité, se comprendre, on n'y est pas. Alors, autre chose aussi, on a un baromètre en fait qui s'appelle Écomobilité, qui fonctionne depuis un certain temps. Et il y a quand même un petit revers de la médaille, s'installer hors de Paris RP, oui, mais avec quelle mobilité? Alors là, je pense, un slide que vous allez pouvoir regarder et qui va aller peut-être contre quelques idées reçues. En fait, les 5 affirmations que l'on met là sont vraies. Et donc, on a demandé effectivement à nos sondés hein, par rapport à l'écomobilité, il y a beaucoup d'entreprises aussi dedans, et les employés, qui est c'est une liste d'affirmations sur la mobilité, vous devinez si elles sont vraies ou fausses. Ben, en fait, elles sont toutes vraies. Et alors, c'est bien joli de s'installer loin ou assez loin ou à une très grande banlieue, mais quand même, toutes les possibilités de mobilité de Paris pour se rendre à son travail ou pour venir de temps en temps. Alors, on a quand même plutôt des catégories, je veux dire, anti-voiture à Paris qui ont fortement progressé, hein, 20% évidemment de possession de voiture sur ces 15 dernières années. Ben, il y a un moment aussi que c'est quand même des contraintes de s'installer dans un tiers-lieu isolé, etc. Donc ça va aussi contre certaines convictions sur je voudrais émettre moins de gaz de serre, je suis obligé de racheter une voiture ou de trouver une solution, puisque sur 80% du territoire français, aucune collectivité ne propose de solution pour les transports en commun. Donc, et attention, parce qu'en France, le transport est le premier poste de dépense pour un ménage. Oui, c'est une affirmation qui est vraie, devant l'alimentation et le logement, et il me semble que les Gilets jaunes nous l'ont assez rappelé. Alors, point 2, une fois qu'on a dit que le travail, c'était quand même la contrainte numéro 1 pour supporter ou pour passer ou pour vivre à Paris, on voit des petits vélos et la Tour Eiffel, mais Paris vit quand même énormément de ses touristes, de la restauration. La rentabilité en fait des restaurants dans Paris intramuros, c'est surtout énormément à l'heure du déjeuner d'affaires, touristes, etc. La consommation, on va en parler, l'écomobilité, une fois de plus. Donc, on pourrait se poser la question, mais quelle raison on a encore de fréquenter encore Paris? Donc, on va passer en revue quelques insights. Alors, là, on a comparé 2 insights en fait intéressants entre la droite et la gauche avec Green Lab. Donc, nous, on avait mis en place en fait un baromètre vie confinée qui a été publié. Vous pouvez retrouver l'ensemble des infographies si vous avez besoin pour certaines de vos présentations. On est assez généreux. On met tout ça sur notre site opinionway.com. Tout en bas, vous pouvez d'ailleurs aussi vous inscrire à la newsletter, qui est que 30% des Français déclarant prendre les transports en commun pour se rendre au travail avant le confinement ne l'envisagent désormais plus. En fait,
ne sont pas retournés uniquement sur le véhicule personnel, ils ont choisi plein d'autres solutions en fait, de mobilité ou d'écomobilité. Et ça donne évidemment des sueurs très très froides en fait, à la RATP qui ne comprend pas trop, mais en fait, le vélo, le covoiturage. Et sont énormément développés, sans parler de la trottinette, etc. Donc du coup, on a mis en place un observatoire, quand on a vu toutes ces tendances, et qui est particulièrement forte en fait sur nos amis franciliens, qui s'appelle Green Lab, voilà, sur lequel on publie, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. Tout ça, d'ailleurs, on le fait en lien avec l'ADEME, avec lequel on fait beaucoup d'études. Tout ça est évidemment publié. Il suffit de taper ADEME, le monde d'après. Quelle proposition? Et vous allez retrouver ça sur le web. En tout cas, ça nous dit, ben, dans le Green Lab, c'est de favoriser la marche dès que c'est possible, en fait, dans les bonnes initiatives. Favoriser les modes de transport collectif, oui, à condition qu'ils soient sûrs, de manière sanitaire, le covoiturage. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une explosion, en fait, je crois, 500 000 vélos électriques qui se sont vendus, en fait, de plus l'année dernière, dans les grandes agglomérations. Évidemment, l'utilisation d'autres modes de transport. Alors, là aussi, et on n'est pas prédictologue parce qu'il y a des tendances un petit peu contradictoires parfois, c'est bon, évidemment une énorme accélération du drive et de la livraison. Quand on fait même des études sur les restaurants en fait à Paris, ils disent bah oui finalement un tiers oui on continuera finalement c'est très bon la nourriture du restaurant à Paris, mais par contre on se le fera livrer parce qu'on a pris l'habitude finalement de faire du restaurant à domicile, comme on a pris l'habitude de bricoler, comme on a pris l'habitude de faire la cuisine à la maison, d'où les ruptures de farine. Donc on a une tendance qui devrait vraiment perdurer, qui est l'adoption du e-commerce. Et en même temps, on observe le recours au petit commerce de proximité. Alors, ce que nous disent nos clients en fait, de la grande distribution, c'est qu'ils ont 30 à 40% de nouveaux clients e-commerce à Paris, qui étaient déjà pourtant à un niveau fort. Mais la vraie question dans les études là, qu'ils nous posent actuellement, c'est OK, combien vous restez avec ces nouveaux adopters? Alors, on peut prendre le cas d'Amazon, c'est discount, mais il y a aussi, évidemment, dans ces statistiques, énormément le click and collect de ma rue. Donc, il y a deux choses qui s'entrecroisent là entre commerce physique, drive, livraison et même e-commerce. À la fois, on dit qu'on a vraiment très très envie de localité de proximité, en particulier à Paris. Donc il y a une nouvelle pratique de commerce de proximité. Mais finalement, qu'est-ce qui va en rester? Parce que l'année dernière, après le premier confinement, toutes ces très très belles intentions écolo, mieux faire vivre mon quartier, mais en fait, c'est quand même les grandes enseignes ou les Amazon ou les géants qui en ont le plus profité. Et finalement, il y avait une tendance, si vous voulez, au retour au monde d'avant. Nous, ce qu'on dit, c'est que au bout d'un an, enfin 14 mois, cette fois, la rupture, elle est vraiment installée. Il va rester le bon du e-commerce est très installé, mais comme un certain retour aussi à consommer mieux, modéré par, évidemment, vos capacités financières. Alors, quelle heure est-il? 12h24. Je suis dans les temps. Alors, là aussi, quelque chose que j'avais extrait, en fait, sur les nouvelles pratiques du confinement, qui, même pour la consultation médicale, qui pourrait perdurer, et quelque part, pourquoi donc rester à Paris? C'est quand même de plus en plus sophistiqué, les techniques même de téléconsultation médicale. Un des freins aussi pour rester à Paris, même s'il faut venir quand même quand on a un vrai souci, qui est de dire, mais il y a un environnement médical qui est extrêmement important pour moi, pour mes enfants en bas âge, etc. Alors, les franciliens, évidemment, early adopters, ils ont un temps d'avance dans les tendances. Tout ça pour dire que si vous faites sauter la contrainte du travail, si vous faites sauter la contrainte vraiment, mais je peux tout trouver et tout me faire livrer, vous connaissez les tendances. Si, même pour des raisons médicales, enfin, en tout cas de réseau de santé, mais on pourrait en trouver bien d'autres, finalement, la grande ville ou Paris est moins attractive, bon, ça fait quand même beaucoup de facteurs qui se disent pourquoi donc rester à Paris.
Alors, là, on pourrait regarder et aussi quelques insights en fait des spécialistes de leur secteur qui sont un petit peu dérangeantes quand même pour Paris. Les voyages internationaux retrouveraient au mieux leur niveau de 2019 en 2024 dans l'hypothèse la plus optimiste, qui n'est pas celle actuellement privilégiée par l'IATA. On est plutôt sur du 2026 ou 2027, en tout cas avec un voyage totalement transformé. En interviewant aussi la Fédération auvergnate des cafés, hôtels, restaurants de Paris, ils disent, ben oui, 20% des cafés, hôtels et restaurants dans Paris ne réouvriront pas, probablement pas, dans Paris en 2022. Et les grands perdants, ce seront effectivement les quartiers d'affaires et centraux. Pourquoi? Parce que 80% de leur chiffre d'affaires est fait beaucoup par du tourisme d'affaires, par des déjeuners d'affaires, par des touristes. Et surtout, si on ne vient plus au bureau que 3 jours par semaine, vous voyez bien l'effet mécanique en fait des pertes et des voyages. Alors, le troisième facteur aussi qui est en questionnement, c'est que Paris souffre déjà d'une suroffre d'immobilier de bureau. Donc la généralisation des accords de télétravail à 2 jours par semaine, c'est un effet mécanique de surabondance. Comment tous ces centaines de milliers de mètres carrés vont être transformés? Est-ce que ça va, pourquoi pas, faire baisser le coût de l'immobilier à Paris et donc en fait inciter tout de même un certain nombre de gens vraiment à rester pour l'effet d'aubaine? On ne sait pas comment ces facteurs à date vont se croiser, mais il faut les considérer si l'on souhaite faire des scénarios. Comme vous le voyez, ce sont des insights. Paris doit se réinventer puisque ce sont actuellement en fait des constats qui sont tout de même assez inquiétants. Donc tout ça doit se réorganiser. Quelque part, il va falloir retrouver la raison d'être ou l'attractivité de Paris. Alors, encore un chiffre boom. Là aussi, ça date du mois dernier. Quand on a mis l'étude, si vous voulez, quand on doit en lire 5 par jour, ce qui est mon cas, on finit par trouver les bons insights pour une conférence. Mais là aussi, c'est publié, hein, c'est pour l'officiel du déménagement. Ça date d'il y a 3 semaines, 4 semaines, presque un mois. De l'envie à l'acte, l'intention de déménager en 2021. Alors, déjà, c'est totalement ébouriffant pour nous, jamais vu avant, qui est quand même l'énorme en fait chiffre de 25%. On était plutôt dans les 10, 12 allez, avant. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui ont envie de changer d'endroit? Peut-être pour avoir plus de verre, pour être moins dans la ville, parce qu'ils ont réfléchi aussi pendant cette période à changer un peu de vie, parce que le télétravail, ce sera globalement possible en France pour l'ensemble du tertiaire. Et puis l'insight sympathique, c'est qu'en agglomération parisienne, on est quand même à 29%. Alors, là aussi, c'est l'effet lassitude et ras-le-bol du confinement. On verra quand on sera déconfiné, mais il en restera quand même quelque chose. Alors, si on a une suroffre en fait de mètres carrés, et en même temps, comment dire, si ces intentions se réalisent de la part des Franciliens, ça donne aussi quelques sueurs froides quand même à ce que sera Paris, peut-être un long dimanche en termes d'animation. Alors, l'autre chose aussi, c'est qui est très très en jeu en fait actuellement, qu'on a remesuré aussi très récemment, c'est que l'écomobilité responsable, c'était déjà une tendance de fond plébiscitée par les Parisiens. Euh, donc, c'est-à-dire vraiment l'écomobilité. Je demande à mon entreprise de m'aider par rapport à ça. Je choisis d'avoir une écomobilité plus verte. J'ai envie de me rapprocher de mon lieu de travail. Euh, c'est aussi l'écomobilité qui était déjà une tendance préexistante. C'est tout simplement de venir moins ou moins souvent, puisque les salariés poussaient beaucoup déjà pour des accords de télétravail, pour du covoiturage, pour des solutions vertes mises en place, pour des subventions vélo, etc., etc. Donc là, c'était une tendance, dirons-nous, préexistante. Je mets ça en fait des résultats de décembre 2019, et on va voir, en particulier chez les Franciliens, que c'est une exigence, en fait, si vous voulez, par rapport au pouvoir public et par rapport à leur entreprise, d'avoir un Paris plus vert, plus aimable, plus respectueux du piéton, plus en faveur des mobilités douces. Et je ne suis pas le porte-parole d'Anne Hidalgo, loin de là.
Euh, alors, je passerai à notre troisième insight. Je suis dans les temps, il faut me dire si je ne le suis pas vraiment, donc je vais un peu plus vite. La vraie question, c'est est-ce qu'on va être dans une ville-musée moins attractive? Alors, là, il n'y a pas d'impact encore pour l'attractivité internationale de Paris, puisqu'on mène l'Observatoire des investissements internationaux dans les principales métropoles mondiales. Comme vous savez, je suis aussi un ancien de Business France, donc très très sensible à ce type de sujet, donc avec Paris Région Entreprise, Greater Paris Investment Agency, KPMG. En fait, quel impact de la crise Covid sur les investissements internationaux? Ben, en fait, non, parce que ben, ça restera, comme l'a très bien dit Anthony, un pôle de R&D. Beaucoup d'expatriés de haut niveau rêvent de venir travailler et vivre toujours à Paris. On l'a demandé, en fait, là, récemment, en plein effet de la crise Covid-19, un panel, je veux dire, mondial d'attractivité, etc., c'est-à-dire d'entreprises, investissants. Et en fait, ben, en Europe, Paris s'en tire très très bien. C'est-à-dire que Paris reste quand même la ville européenne la mieux classée. C'est-à-dire, vu de l'étranger, l'attractivité pour s'installer, pour plein de conditions de marché, pour les grandes entreprises. Donc, quelque part, ça reste un épiphénomène entre guillemets. Le Covid s'arrêtera, and Paris will be always Paris. Réinventer Paris, je vais vous le dire, ça c'est beaucoup plus récent, c'est aussi pousser l'écomobilité. Vous allez voir qu'en région parisienne, on est extrêmement demandeur, voilà, parce que 39% simplement en région parisienne pensent que la sécurité routière est optimale, 62% vraiment poussent, c'est pour une réflexion sur la mise en place d'une politique vraiment d'impact écologique dans la ville, etc. Alors, c'est surtout une attente très forte chez les franciliens, qui sont beaucoup plus critiques même que les provinciaux, qui estiment qu'une politique d'écomobilité n'est pas forcément déjà mise en place ou en cours, en déploiement de leur entreprise. Il n'y en a que 7% qui disent oui, oui, mais c'est déjà fait dans mon entreprise. Donc là aussi, c'est vivre Paris, mais peut-être le vivre mieux en termes de déplacement. Et le retour du tourisme. Alors, je ne sais pas si tu veux intervenir, Anthony, parce qu'on avait pas mal parlé de ce sujet ensemble. Si, si, du coup, je me prends en écho. Ouais, on t'entend en écho. Allô, allô? C'est mieux. Du coup, oui, Paris, c'est aussi une capitale touristique. Donc, on pourrait se dire, ben voilà, le tourisme va revenir un peu irriguer avec ses capitaux frais la ville. Mais on peut voir dans pas mal d'articles en ce moment que le tourisme de l'après-Covid ne sera pas le tourisme d'avant. Alors déjà, en France, on a un tourisme qui est très culturel. 40% du tourisme, c'est du tourisme culturel. Et à titre d'exemple, 80%, plus de 80% des visiteurs du château de Versailles, ce sont des étrangers, par exemple. Et dans le monde d'après, on voit en émergence des raisons sanitaires de ne pas voyager. Par exemple, la crainte ou l'évitement de pays qui auraient des passeports vaccinaux. Mais on a aussi des raisons écologiques. On a la tendance du FLIR scam, la honte de voyager en avion qui émerge dans les pays nordiques. Et on a des raisons économiques, puisque la France reste un pays cher pour beaucoup de touristes, ou dans leur pays d'origine, ils auront peut-être été plus marqués par la crise sanitaire que nous en France et en Europe, où nous avons pu bénéficier de pas mal de filets de sécurité. Et puis en France, on va avoir aussi une grosse dichotomie entre les grands sites touristiques qui sont dépendants de l'argent du tourisme versus des petits sites touristiques qui sont plus dépendants de financement public. Donc on a une vraie réflexion à Paris à avoir autour de l'envie de contact, l'envie d'authenticité, l'envie de proximité qui est exprimée par les touristes français, qui clashent un petit peu avec le tourisme de masse, pour lequel Paris et ses grands sites touristiques est très adapté. Du coup, on peut se diriger vers la conclusion.
Il me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous pour votre participation pour ce webinaire du Club Paris. Un grand merci aussi à toi, Philippe, pour ta présentation, les insights. Comme toujours, c'est un plaisir d'avoir ces éléments qui donnent beaucoup à réfléchir. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu inquiétants. Mais c'est normal, c'est la traduction du zeitgeist, de l'état d'esprit du moment. Les jours meilleurs nous sont promis, donc on va y croire. Et voilà, il nous faut encore tenir quelques semaines. Et puis, pour ceux qui habitent Paris, je pense que le Paris de demain, c'est aussi nous qui le faisons. Donc, à nous de jouer. C'est exactement ça. On est au cœur de la tempête, mais je suis 1000 fois confiant sur la capacité, en fait, surtout des Parisiens et des Franciliens, de réinventer un Paris sympa parce qu'ils vont l'imposer aussi, hein, comme vous l'avez vu avec les études de mobilité, etc., toutes les préoccupations. Donc je suis extrêmement confiant. J'ai simplement voulu donner quand même quelques indicateurs poil à gratter qui amènent à réfléchir. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc en tout cas, l'objectif de partage, je pense qu'il est atteint entre nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that.